Bonjour à tous, bienvenue à bord de La Politique c'est net. Tous les 15 jours, je vous propose de prendre le pouls des débats qui agitent la planète web et de décoder les stratégies des candidats sur le net. Au menu cette semaine, pic numérique, clash sur Twitter, la campagne et son lot de petites phrases assassines s'invitent sur Internet. Et les passes d'armes sur le net peuvent se révéler sanglantes pour des politiques non avertis. Pick and clash sur le web, c'est le débat du club des gazouilleurs. À suivre, le candidat 2.0 avec notre partenaire Image et Stratégie. Nous vous dévoilons tous les 15 jours le top flop des candidats à la présidentielle sur le net. Zoom aujourd'hui sur François Bayrou. Mais tout de suite, c'est l'heure du Weborama, la revue du web subjective et néanmoins impartiale. Le zapping des vidéos et des initiatives citoyennes passées au scanner par Paul Bouffard. À chacun sa parodie, quand un filon est bon, on ne s'en prive pas. La mini-série Bref fait un carton à la télé. Sur la toile, les équipes 2.0 des partis politiques l'ont bien compris. À Noël, les Verts sortent Bref, je vais aller m'inscrire sur les listes électorales. En 2012, c'est le Front de gauche qui s'y colle. Les jeunes communistes proposent en ligne un Bref spécial étudiant. À la sortie des cours, quand les autres me demandent « Allez, viens boire un coup avec nous !» je trouve toujours des excuses pour pas passer pour un pauvre. Non, je peux pas, je suis sélectionné pour le concours régional de bridge. Un énième pastiche peut être un de trop. Bref, laissons à Bref ce qui est à Bref. Il y a ceux qui misent sur les parodies et d'autres qui préfèrent les web-séries. Mot à mot, c'est le nouveau rendez-vous hebdomadaire du PS sur le net. Ou comment résumer une semaine de campagne en mode graphique. Cette semaine, on a aussi vu l'affaire Karachi revenir à la surface dans Libération. Heureusement, Serge Dassault a volé au secours du candidat président dans les pages de son journal. Et Nadine Morano a été très active sur le terrain des réseaux sociaux. Quelques gros titres colorés, un commentaire piquant, la réplique est immédiate, elle est signée par l'UNI, le syndicat des étudiants de droite. Voilà, là, on est raccord. Le feuilleton François Fillon sur Twitter continue. Premier épisode le 16 octobre quand le geek de Matignon entre sur Twitter sous le pseudo F de Bossé. Sa mission, espionner ses ministres en ligne et prendre le pouls des débats. Un twitto le démasque, la saga commence, les comptes se multiplient. Malgré leur mention officielle, tous sont des faux. Pas de gazouillis donc pour le chef du gouvernement. Selon lui, un Premier ministre ne doit pas tweeter. Mais il l'assure, il continuera à regarder ce qui se passe sur le réseau. Via quel compte mystère, l'histoire n'est pas prête de s'achever. Nos invités nous ont rejoints sur le plateau. Vincent Glade, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, ex-Slate et tout nouveau au Grand Journal. Et puis, vous êtes une figure bien connue des réseaux sociaux. On pourrait dire un twitto influent. Bienvenue. Arnaud Dacier, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes tombé dans la marmite Internet quand vous étiez petit. Vous êtes entrepreneur dans le net et vous avez participé à la campagne Internet de Nicolas Sarkozy, mais entre vous et l'UMP, c'est fini. Vous avez eu la révélation François Bayrou, on en reparlera tout à l'heure. Enfin, Philippe Moreau-Chevrolet, vous êtes communicant, bonjour, au sein de l'agence CARE, et vous tenez avec le journaliste David Medioni un blog très intéressant d'ailleurs sur l'express.fr intitulé Yes They Can, consacré aux stratégies de communication des candidats à la présidentielle. Vincent Glade, la saga Fillon sur Twitter avec le compte anonyme, puis les faux comptes, finalement c'est plus facile pour les politiques de se cacher derrière un compte anonyme. Donc, Twitter, il y a deux choses. Soit on publie l'information, ou soit on y va pour recueillir l'information et faire de la veille. Et en fait, ce que voulait faire Fillon, c'était simplement s'informer, comme font beaucoup de gens. Et donc, pour s'abonner à des comptes sur Twitter, on est obligé de créer un compte. Donc, il a créé un faux compte. Voilà. Et du coup, ça faisait bizarre pour un Premier ministre de se dire que le Premier ministre était caché sous un faux compte. Et on peut dire qu'il espionnait. En fait, non, il espionnait pas. Il était juste abonné à ses ministres. Et en plus, comme ces ministres comme Éric Besson et Nadine Morano font pas mal de conneries entre guillemets sur Twitter, c'est pas si mal qu'il y soit pour surveiller un peu ce qui se passe. Et alors, en marge de ses vœux, François Fillon a été interrogé donc sur Twitter. Selon lui, un Premier ministre ou un président de la République ne doit pas tweeter. Vous en pensez quoi, vous, Arnaud Dacier ?
Alors autant je pensais que c'est compliqué pour un homme politique de tenir un blog parce que ça demande du temps, que c'est une vraie discipline, etc. Autant tweeter, je suis assez ouvert à cette idée parce que voilà, on sait bien qu'un temps de ministre, c'est un temps qui se passe notamment beaucoup dans les voitures, par exemple, entre deux déplacements. Et c'est des moments de détente, comme tout le monde, et c'est à ce moment-là, comme tout le monde, que vous pouvez faire part de vos humeurs, de vos analyses, de vos émotions. Philippe Moreau-Chevrolet, vous partagez, vous, ce point de vue? Ah oui, absolument. Twitter, en fait, c'est un outil de communication comme un autre, et les politiques doivent se l'approprier comme ils utilisent tous les autres moyens de communication. Donc même si on est Premier ministre ou Président de la République, il ne faut pas s'interdire... Il ne faut pas s'interdire ça. Mais c'est une manière, je pense qu'on y reviendra, de développer, de montrer un peu de son intimité pour un homme politique. On va y revenir, c'est maintenant l'heure du candidat 2.0. Alors, qui parmi les candidats à l'élection présidentielle fait le plus de bruit sur le web? Réponse avec le baromètre e-réputation réalisé par notre partenaire Images et Stratégie. Édouard Filias, vous travaillez au sein du pôle digital de l'agence Images et Stratégie et vous réalisez pour La Politique C'est Net un baromètre qui mesure la notoriété digitale des candidats à la présidentielle. Alors tout d'abord, comment fonctionne ce baromètre? Écoutez, avec ce baromètre, on mesure la visibilité sur Internet des différents candidats en regardant le nombre d'évocations de leur nom sur Twitter, YouTube, Dailymotion, les pages indexées sur Google et Facebook. Et ça nous permet d'avoir un indice représentatif de cette population. On peut regarder le baromètre sur baromètre.image-stratégie.com. Alors, gros plan aujourd'hui sur François Bayrou. Qu'en est-il du candidat Modem sur le net? Alors, François Bayrou a décollé au mois de novembre et au mois de décembre. C'est ce qu'on voit sur ce premier graphique, notamment avec sa déclaration de candidature du 7 décembre. François Bayrou a fait parler de lui. Il est né médiatiquement dans cette campagne sur Internet. Tout de suite après, le 8, il passe sur France 2, une émission où il dit faire campagne pour les oubliés de la société, là aussi écho fort sur le web. Le Petit Journal, le 12, avec la fameuse polémique où il part en Audi après un discours sur acheter français. Il s'en est excusé sur Twitter d'ailleurs dans les heures qui ont suivi. Et puis enfin, apothéose, avec un sondage très favorable le 14 décembre, qui le crédite de 7 points supplémentaires dans les sondages. Et donc en réalité, c'est ce qu'on voit sur ce second graphique, François Bayrou enregistre la plus forte progression sur Internet de tous les candidats à l'élection présidentielle dans les 2 derniers mois, novembre et décembre. Il rejoint Marine Le Pen. Il rentre désormais dans le trio des candidats dont on parle le plus sur le web, Hollande, Le Pen, Bayrou. En gros, Bayrou a fait le buzz, François Bayrou a fait le buzz, il est rentré dans la campagne sur Internet. Et alors, est-ce qu'il fait une bonne campagne sur le web? Alors oui, on peut dire qu'il maîtrise les outils, il a la culture du web et son équipe aussi, et ça se sent. Sur Twitter, il est passé de 10 000 followers cet été à 44 000, il répond, il agite Twitter tous les jours. Alors qu'a priori, on pourrait se dire que François Bayrou en 140 caractères, c'est quand même pas évident, lui qui a l'habitude de faire quand même des discours fleuves. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ce candidat non seulement va sur les espaces sociaux où il a compris que se trouvaient les militants, mais il adapte son discours, qu'on sait très littéraire, très écrit, au format du web en choisissant un ton plus discursif. Il pose des questions, il interroge, il rebondit, parfois vivement d'ailleurs, l'échange est parfois vif. Et donc c'est apporté à son crédit, de même que par exemple l'innovation apportée à son site, qui est en une page entière sur Internet, donc une navigation un peu différente mais réussie, ou sa présence sur Tumblr. Il est un des premiers candidats à avoir investi cette plateforme dont on sait qu'elle est de plus en plus importante, notamment outre-Atlantique. Merci Édouard. Merci à vous. Alors Arnaud Dacier, vous soutenez aujourd'hui François Bayrou. Vous avez claqué la porte avec fracas de l'UMP qui a refusé de vous investir dans le Loiret pour les législatives. Vous avez donc une révélation. Comment s'est déroulée cette révélation pour François Bayrou? Alors d'abord, j'ai surtout renoncé à l'investiture UMP, ce qui a eu pour corollaire que je démissionnais de l'UMP de facto. Et puis la décision, elle a été prise qu'hier. Donc, mais je la sentais venir, donc soyons honnêtes, je sentais venir effectivement que ça ne tournerait pas en ma faveur, mais j'ai démissionné avant. Aujourd'hui, pourquoi finalement Nicolas Sarkozy n'a pas réellement mis en œuvre la rupture qu'il a annoncée en 2007? C'est parce qu'il n'a pas été capable de modifier un système qui
politique Et vous pensez que qui est verrouillée et qui se prolonge depuis une trentaine d'années avec une manière de faire de la politique qui consiste à faire du clientélisme et à dépenser l'argent des contribuables en endettant le pays. Et la seule façon de rompre, je dirais, ce système, c'est de voter pour un candidat qui va renverser la table et qui va permettre de faire émerger une nouvelle génération politique dans la foulée aux législatives. Donc moi, c'est à cette aventure-là. Est-ce que vous allez jouer un rôle dans sa nette campagne? Écoutez, alors j'ai vu que là, tout le monde dit beaucoup de bien de sa campagne web et à juste titre, et je peux d'autant plus m'en féliciter que je n'y suis strictement pour rien. Donc je vais donner un coup de main. Je leur ai dit que moi j'étais à leur disposition pour leur donner un coup de main. J'ai participé à la campagne web de Chirac en 2002, j'ai fait celle de Nicolas Sarkozy en 2007. Voilà, j'ai passé l'âge. Je place aux jeunes. C'est un discours que je tiens en politique. Alors je serais bien mal placé de vouloir m'imposer dans la campagne web de Bayrou, d'autant plus qu'ils se débrouillent très bien sans moi. Et en quelques mots, François Bayrou, il fait une bonne campagne sur le net? Oui, alors il a les mêmes problèmes sur Internet que dans la vie réelle. C'est-à-dire qu'il a une façon de faire de la communication qui n'est pas très personnelle. On a un peu l'impression qu'il joue ça de loin, un peu comme un tennisman de fond. C'est-à-dire qu'il va pas tellement mettre en scène son intimité, il va pas tellement se mettre en scène lui, il va avoir des réticences à faire ça et ça se sent quand même dans une certaine froideur de communication. Donc à partir de là, c'est quand même une vraie limite. En fait, il fait pas vraiment de storytelling, François Bayrou. On a vu sa femme apparaître sur les caméras, devant les caméras seulement dans cette campagne-là aujourd'hui. Il a fait un magazine où il a mis en scène sa famille et son intimité, mais il est encore très réticent à le faire. Et c'est quand même un vrai blocage quand on prétend être le président des Français. Voilà. Vous pensez la même chose, Vincent Glade? Il est dans une communication très classique. Je crois que sur Twitter, il fait comme François Hollande, c'est-à-dire il envoie par SMS limite ses tweets à son équipe de campagne. Donc il n'est pas dans un rapport. Il est dans un rapport assez distant à tout ça. Après, il est très bien entouré, il a une équipe assez jeune qui sait faire le job. Mais par exemple, si on regarde ses vidéos, ses vidéos de vœux sur les 4 dernières années, à chaque fois, il est derrière une bibliothèque parce qu'il veut absolument avoir des livres. Donc il garde des codes très ancienne école dans un média qui est old school. En même temps, c'est paradoxal. Moi qui suis bien placé, parce que je les ai un peu tous fréquentés. Par exemple, typiquement, Nicolas Sarkozy, lui, il a pas d'ordinateur sur son bureau, il sait pas ce que c'est qu'un ordinateur, alors que Bayrou, lui, il est comme François. Vous pas ça en 2007? Si, j'ai toujours, mais ça pose aucun problème. Enfin, je le critique pas, c'est pas un reproche. On n'est pas obligé d'avoir un ordinateur pour faire une bonne campagne sur le web. Alors, place maintenant au club des gazouilleurs. Experts, blogueurs, internautes croisent leurs regards et livrent leur analyse sur les débats qui agitent la planète web. En question aujourd'hui, attaque, pic et clash numérique, les armes virtuelle de la présidentielle. Cécile Duflot qui traite Éric Besson de kéké, Nadine Morano qui s'écharpe avec Pierre Moscovici sur Twitter, le président de la République qui voit sa page Facebook piratée, les passes d'armes et petites phrases assassines, c'est un grand classique du monde politique, mais qui atteint son apogée en temps de campagne présidentielle. Nouveauté 2012, les réseaux sociaux, une arène pour les politiques, mais qui comporte des risques, aventures et mésaventures sur le web avec quelques cas célèbres. Paul Bouffard. Difficile de s'accrocher à la toile n'est pas Spider-Man qui veut. Le net est un terrain vraiment glissant. Quand nos élus s'exposent, les internautes n'ont pas de mal à sortir leur souris pour les double-cliquer. À l'UMP, on aime Internet et pour se défendre sur ce terrain, le parti a placé une arme infaillible, Benjamin Lancard. Infaillible ou presque, car sur la toile, le président des jeunes pop est la tête de Turc. Tout le monde se souvient du lip-dub, eh bien c'est lui. Monsieur Internet à l'UMP met en ligne ses vœux dans une vidéo. Place aux marques de bronzage et attention aux critiques. Nous devons être très forts sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter. Nous devons être très forts en campagne permanente sur le terrain et nous devrons marquer avec sévérité et un grand suivi les erreurs, les vacuités du projet de François Hollande et de Marine Le Pen. Souvenez-vous, en septembre 2009, une blague envahit le net quand Ségolène Royal met en ligne son nouveau site. Désir d'avenir ou le web 0.0, vraiment zéro. L'OVNI est très vite la risée du web. Son design kitschissime déchaîne les internautes. Selon certains, c'est presque un suicide numérique. Un twitto va même plus loin et s'interroge. C'est le site des témoins de Jéhovah. C'est vrai qu'on verrait presque les soucoupes volantes se poser dans le champ vert. Elle a fait un bug qui témoigne en fait plus d'une généralité des politiques qui est une forme de mépris ou de manque de temps, de manque d'appréhension de ce qu'est un espace social avec des codes, avec des règles, avec des habitudes. Et quand on témoigne d'un manque de respect de ça, on s'en prend plein la figure.
D'autres ont choisi de devenir les rois de Twitter, enfin plutôt la reine, en la personne de Nadine Morano. Véritable tornade 2.0, pour elle, Twitter est devenu un prolongement de sa pensée. Le 24 décembre, elle regrette l'absence de films sur la natalité à la télé avant de rectifier. Ce sont plutôt les films sur la nativité qui lui manquaient. La ministre est spécialiste du tweet largement cash, bourré de fautes d'orthographe. Mais selon elle, ça marche. Je peux vous dire qu'il y a des chefs d'entreprise, il y a des jeunes, il y a des lycéens et il y a beaucoup de personnes qui me suivent uniquement par intérêt. Et ça, c'est la très grande majorité et je les salue vraiment avec beaucoup d'amitié. Merci de me suivre. Plus de 1000 followers supplémentaires chaque jour au prix de quelques bourdes. Nadine est une véritable tweet machine. C'est quelqu'un qui débarque sur Twitter comme un chien dans un jeu de quilles. Quand vous voyez Nadine Morano entrer dans une grande salle avec 200 personnes, elle fait la même chose que sur Twitter. Elle arrive, elle ouvre sa grande gueule, paf, 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 et le but c'est que l'attention se tourne vers elle. Mais à trop se tourner vers elle, le soufflet Morano risque bien de retomber aussitôt. Retour en plateau pour le débat des gazouilleurs. Vincent Glade, est-ce que cette campagne 2012, ça va être l'ère des tweets clash ? Des clashs sur Twitter, est-ce que ça existait déjà avant, mais en 2007, il n'y avait pas Twitter. Non, mais c'est vrai que je pense que 2007, c'était une vraie campagne, en tout cas sur le web, sur la vidéo, parce qu'il y a beaucoup de vidéos, comme par exemple le off de Ségolène Royal qui annonçait vouloir, devant quelques profs, vouloir imposer les 35 € aux profs. C'est une vidéo volée qui avait fait l'actualité. Donc pour l'instant, on n'a pas eu trop ce genre de contenu web qui fait l'actualité. Et pour l'instant, la seule qui fait l'actualité partie d'Internet, c'est vraiment Nadine Morano, mais pour des mauvaises raisons, parce qu'elle est un peu ridicule sur Twitter. Donc on s'amuse à reprendre sur les plateaux télé et dans la presse toutes ces erreurs, ces fautes d'orthographe et tout ça. Donc c'est sûr que c'est pas ça qui va faire progresser le débat politique et surtout le MP. Jusqu'alors, il y avait plutôt des tweets clash entre blogueurs, je sais pas, ou entre journalistes, entre vous et d'autres, et assez peu entre les politiques. Ça, c'est plutôt... on avait déjà eu un en 2009, je crois, ou 2010, sur la campagne régionale entre Anne Hidalgo et Valérie Pécresse. Absolument. Où Anne Hidalgo avait fait une tweet pic, c'est-à-dire une photo qu'elle est postée sur Twitter de Valérie Pécresse en train de dormir, je crois, au conseil régional. Donc on avait déjà eu un premier tweet clash il y a 2 ans, mais je ne conseillerais pas trop aux politiques d'y jouer parce que c'est assez risqué, quoi. Forcément, il passe un peu c'est un peu ridicule puisque c'est quand même un mode utilisé surtout par les jeunes pour faire des blagues. Donc est-ce que c'est la grandeur d'un politique de se lancer dans le tweet clash? Morano n'est pas dans le tweet clash. Morano, pour moi, il est dans la construction d'un personnage. C'est un personnage qu'on pourrait appeler, c'est un nouveau type de personnage de politique conservateur qu'on pourrait appeler le crétin exemplaire, un peu comme George Bush. C'est-à-dire que toute la presse va le qualifier de crétin, et c'est vrai qu'il parle pas bien français, il connaît pas bien sa géographie, et on peut considérer que c'est pas le modèle du politicien qu'on aimerait voir, mais en revanche, il est extrêmement populaire parce que tout le monde fait des fautes de ce type-là. Tout le monde a envie parfois de s'engueuler pour des bonnes ou des mauvaises raisons, et que finalement, elle exprime quelque chose qui plaît. Et je pense qu'elle se construit une vraie popularité en créant un personnage, et Twitter crédibilise à fond ce personnage. C'est une bonne stratégie, la stratégie de Nadine Morano. Je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, sauf que je pense pas qu'elle se crée un personnage. On sent une certaine authenticité, une certaine sincérité, et ça joue plutôt en sa faveur, à mon avis. Donc ça, c'est un peu pour la défendre un petit peu, parce qu'au moins, on reproche beaucoup aux hommes politiques d'être dans l'hypocrisie, de cacher des choses. Avec Nadine Morano, on a la vérité, on a sa vérité. Alors avec ses bons et ses mauvais côtés, les hauts et les bas, mais au moins on a quelqu'un en face de soi, et ça je trouve c'est plutôt positif. On a une vérité de Nadine Morano, on ne connaît, elle s'est quand même créé une forme de personnage à la Arletty un petit peu. Oui, mais moi je l'ai vu je l'ai vu en intime. George Bush, par exemple, n'était pas vraiment un crétin, c'était quelqu'un d'assez brillant par ailleurs. Mais je pense que Nadine Morano est beaucoup plus maligne que le personnage qu'elle donne, parce que de temps en temps effectivement elle est cash, donc comme nous tous, on dit tous des bêtises, et ça peut lui arriver aussi. Je l'ai vu moi dans des cadres plus, je dirais, militants, donc privés, où il n'y a pas de caméra, etc., etc. Elle est comme ça. Voilà, et Twitter, quand c'est bien utilisé, je parlerai, je pense, de Cécile Duflot, Morano et Besson, qui tous les trois l'utilisent vraiment, ou Benoît Hamon. Quand c'est bien utilisé, c'est-à-dire que c'est vraiment eux qui ont leur compte, qui le font depuis leur portable, il y a vraiment une forme de sincérité qui sort, y compris avec les faiblesses de l'homme ou de la femme qu'ils sont, quoi. Donc quand c'est bien utilisé et quand on est vraiment sincère, je pense que pour Besson, c'est pas si mal. Après, le souci, c'est qu'on avait vu que Sarkozy avait dit dans la presse... Besson il fout plus rien, il est sur Twitter. Donc il y a aussi cet effet-là, quoi. Il faut pas non plus en faire trop, sinon ça donne l'impression qu'on ne travaille plus. Et est-ce que c'est un troll, Nadine Morano?
Ah, c'est un troll, oui. C'est un Et alors, troll, qu'est-ce que c'est qu'un troll pour ceux qui ne savent pas? Un troll, c'est quelqu'un qui arrive dans un espace numérique de débat, donc un forum, Facebook ou Twitter, et qui vient un peu pour renverser le jeu de quilles, on va dire, et pour s'attirer tous les regards et énerver tout le monde, quoi. Et ça, elle sait très très bien le faire, ça c'est sûr. Et ça fait parler d'elle. Bon. C'est comme les petits garçons qui tiraient les cheveux des filles dans les cours de récréation pour se faire remarquer. Un troll, c'est un peu la même chose. Et c'est quelqu'un qui passe son temps à tirer les cheveux des gens plus connus que lui pour se faire remarquer sur Twitter. Donc là, vous êtes d'accord tous les droits, Nadine Morano est un troll. J'ai une définition un peu différente du troll, parce que j'ai moi-même été accusé d'être un troll. Vous êtes aussi un troll, d'accord. Tu es un troll repenti. Non, mais pas du tout. Je vais continuer de troller. Non, en fait, un troll, c'est quelqu'un qui aussi n'est pas dans un certain consensus du politiquement correct, et quand même très très dominant sur Twitter. C'est un sujet que j'ai eu à affronter déjà à Sciences Po, où il y avait aussi cette espèce de chape de plomb d'une pensée politiquement correcte. Dès que vous en sortiez, vous étiez mis sur le banc. Twitter, il y a quand même, c'est un peu la même chose. Donc en fait, on évite un troll sur Twitter. Il suffit de sortir des idées un peu disruptives par rapport au consensus un peu qui existe sur Twitter, et puis vous êtes un troll. Mais bon, c'est vrai que Nadine Morano, elle a ce côté un peu je viens là faire de la défense un peu premier degré de la politique du gouvernement. Donc ça, c'est une forme de trolling, effectivement, on peut pas le nier. Vincent Glade, vous êtes l'adepte du LOL, de la raillerie. On voit bien que dès qu'il y a le moindre faux pas, en fait, dès qu'un politique se prend les pieds dans le tapis du web, eh ben, c'est toute la communauté qui s'esclaffe. Avec quelles conséquences, finalement ? Disons que maintenant, sur Twitter, il y a beaucoup de journalistes, donc ça finit souvent dans les médias. Donc ça fait le jeu du petit journal, par exemple, ou de beaucoup d'émissions télé. Donc c'est vrai que maintenant, ça a quand même un impact. Disons qu'en fait, une campagne présidentielle, c'est assez long et c'est assez ennuyant sur la longueur. Donc les médias ont besoin de choses un peu marrantes. Et il se trouve que les choses un peu marrantes, soit on les a en filmant un peu comme le petit journal en douce, mais de plus en plus, les politiques le savent. Soit on va les trouver sur Internet. Et ce qui est intéressant, c'est que dans une phase de découverte des outils comme sur Twitter actuellement, et que du coup Éric Besson et Nadine Morano découvrent et font des erreurs, et ça fait forcément ça amuse tout le monde. Voilà. C'est une arme assez puissante, Twitter, pour un politique au fond. Mais je voulais dépasser un petit peu Twitter, c'est-à-dire c'est aussi les sites ratés, c'est aussi voilà, quels conseils on pourrait donner aux politiques, parce que après ça leur colle quand même un petit peu au doigt comme le sparadrap du capitaine Haddock. Je pense que c'est un problème de garde culturelle, donc il faut qu'ils s'y mettent. C'est vrai que quand on s'y met pas soi-même, on s'expose à être mal conseillé et ne pas comprendre. Je racontais tout à l'heure une anecdote quand je montrais des sites web en 2007 à certains responsables de l'UMP, quand ils n'étaient pas eux-mêmes utilisateurs du web, ils avaient vraiment beaucoup de mal à comprendre quand je leur disais tel truc c'est bien, tel truc c'est pas bien, ils ne le voyaient pas. Donc, et là on s'expose à faire des erreurs comme celle de Ségolène Royal. Donc je pense que le conseil qu'on peut leur donner, c'est de s'y mettre vraiment. Et alors ils prêtent le flanc aussi à d'autres attaques numériques comme le Google bombing. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça marche et nous donner quelques exemples? C'était en 2009, quand on tapait trou du cul du web. En 2009, on tombait sur la page sur Élysée.fr. Donc là, c'était des gens, a priori, qui avaient, voilà, on le voit, qui avaient créé des pages, des liens avec trou du cul du web qui renvoyaient vers l'Élysée. Et quand Google en repère assez, ça remonte en premier sur Google, quand on tape le mot. Donc c'est ça le Google bombing. Il y avait eu aussi un J'aime pas les riches, un Google bombing sur le J'aime pas les riches de François Hollande aussi. Et alors, qui est-ce qui fait ça? C'est pour plaisanter? Quel est l'objectif? Généralement, c'est forcément une force militante, puisqu'il faut par définition réussir à faire quelques centaines de backlinks, de liens avec la même formulation vers le même site. Donc, c'est forcément organisé. Donc c'est des militants généralement, c'est des groupes militants. Mais le but quoi, c'est quoi le but? Google étant le premier moteur de recherche qui génère plusieurs dizaines de % du trafic de la plupart des sites internet. Quand vous faites ça, vous touchez le grand public. C'est du negative campaigning, ce que les Américains appellent du negative campaigning. Parlez-moi en français. C'est de la campagne négative, c'est-à-dire qu'on passe une partie du temps militant à dézinguer l'adversaire. Et en l'occurrence, en utilisant Google, mais il y a d'autres moyens de le faire. On peut faire aussi des clips ridicules. On peut s'amuser. Par exemple, ça permet de rentrer dans l'agenda médiatique avec un truc qui est certes marrant, mais qui, comme ça porte un sens, comme c'est souvent le cas sur le Google bombing, devient un mini sujet politique. Et parfois le politique doit même répondre à ça. Donc, alors il y a d'autres types d'attaques, on l'a vu là récemment, c'est-à-dire d'acheter un nom de domaine. L'UMP a acheté le slogan de François Hollande pour créer une page parodique. Quel impact ça peut avoir ça? Est-ce que c'est
Bon, ça c'est vraiment, alors là on revient quasiment à l'archéologie du web politique, parce qu'on a quasiment commencé par ça en 99-2000, puisqu'évidemment à l'époque ils oubliaient tous d'acheter leur nom de domaine. Ils oublient toujours, hein. Non, parce que là, il y a tellement d'extensions. Attendez, à un moment donné. Ils avaient pris le nom de domaine de l'Élysée pour faire un site parodique. Je sais pas si tu te souviens. Mais c'est un faux procès parce qu'il y a tellement d'extensions maintenant, des points, quelque chose. Il y en a tellement. Il y a tellement de manières d'écrire les URL que vous pouvez pas couvrir tout le champ du possible. Mais bon, ça a permis aux jeunes UMP, de manière assez maligne, de rentrer dans l'agenda médiatique et de faire une critique de la lettre à l'opinion de François Hollande. Donc le jour même du coup de communication de François Hollande, il a une répartie et on en parle. Moi, j'ai vu que ça a été beaucoup repris dans les médias traditionnels. Donc après, chacun juge du fond, etc. Mais bon, ça permet d'apporter la contradiction à l'adversaire, donc ça peut être efficace. Mais là, je trouve que c'est un peu limite, parce que l'UMP a vraiment assumé l'achat du nom de domaine. Or, c'est quand même une pratique qui est plus ou moins interdite. On peut en débattre juridiquement, mais c'est une pratique qui est semi-légale, on va dire, de réserver un slogan. Ne pas protéger le nom du candidat est protégé. Oui, mais il y a un décret qui est paru en août qui dit que si on cherche à nuire à une personne via un nom de domaine, et s'il y a de la mauvaise foi, il y en avait. Donc en gros, l'UMP vote des lois en la matière et décide pour sa communication de les enfreindre un petit peu. Donc je trouvais ça un peu limite quand même. En conclusion, à quel type de pic et d'attaque là on va s'attendre en 2012 sur le net, hein, j'entends bien. En tout cas, je pense que ça va beaucoup se passer sur Twitter, ça c'est clair. Maintenant, le type, on les connaît, c'est toujours les mêmes. Hein, mais alors, malheureusement, ça tend à prendre une place croissante. Et personnellement, moi qui suis un passionné de politique, le rythme, si vous voulez, des polémiques et leur niveau fait que on commence à ne plus rien y comprendre. On n'a pas le temps de s'attacher à aucun sujet. Non, j'ai connu une époque où les polémiques sur des débats duraient 3-4 jours, donc on avait le temps un peu de creuser les sujets. Là, on est sur un... Voilà, c'est ce que je voulais dire. Il y a un temps médiatique qui tend à s'accélérer. Alors, comme en plus, par ailleurs, le gouvernement a tendance à multiplier les annonces en ce moment, donc on lance un débat par jour, on n'y comprend plus rien et on perd le fil, je trouve. De conclusion. Hein. C'est juste pour dire que s'il y a vraiment du fond, on parle que du fond. Regardez le débat sur les primaires socialistes, on a parlé que du fond pendant les 3 dernières semaines. Là, il n'y a pas de fond parce que les candidats n'ont pas de bonnes propositions, ils n'ont pas de projet. Qu'est-ce qui se passe? Donc du coup, on parle des URL, des noms de domaine, ce genre de choses. La réalité, c'est que les médias ont besoin qu'on les alimente plusieurs fois par jour en événements politiques. Donc il faut créer de l'événement. Vous êtes très gourmand, donc il faut créer de l'événement. Et Twitter, pour ça, est un outil parfait puisque c'est court. La reprise médiatique aujourd'hui, elle a fondu comme neige au soleil pour les politiques. On aura donc parlé bashing, tweet clash, Google bombing, cyber squatting, des noms barbares, la web politique, un univers impitoyable. Bon courage donc à nos candidats et merci à nos gazouilleurs. C'est maintenant l'heure de Nettement Plus, la chronique numérique d'Aude Baron, rédactrice en chef du Nouvel Obs Le Plus. Bonjour Aude Baron, bienvenue sur le plateau de la politique CNet. Alors qu'est-ce qui a fait débat cette semaine sur Le Plus ? Alors cette semaine sur Le Plus, ce qui a retenu l'intention des internautes, c'est la vulgarité. La vulgarité, que ce soit dans les petites phrases ou dans les commentaires qui sont lâchés sur Twitter. Alors la figure de proue de cette vulgarité, c'est Nadine Morano. Vous en avez largement reparlé, donc je ne vais pas revenir dessus. Et l'autre symbole de vulgarité qui a retenu l'attention des internautes, c'est l'expression « sale mec ». Et c'est pas tant l'expression, parce qu'encore ça, les internautes ont bien compris que c'est une petite phrase qui avait été sortie de son contexte et un peu déformée. Ce qui les a agacés surtout, c'est la polémique. C'est de constater que tous les lieutenants de Sarkozy sont montés au créneau massivement pour justement dénoncer cette fameuse petite phrase et c'est ces réactions qu'ils ont trouvées vulgaires. Mais finalement, est-ce que cette vulgarité est vraiment nouvelle ? Non, c'est pas tellement nouveau. Un linguiste justement nous l'expliquait sur Le Plus. La vulgarité, elle a toujours existé, que ce soit dans les couloirs du Parlement, dans les couloirs des ministères. Simplement, avant, elle était cantonnée. Et la spontanéité permise par Twitter et la remise en cause du off ont changé la donne. Du coup, on observe que les hommes politiques se lancent dans un concours de petites phrases, ce qui les pousse à prendre des risques et du coup à devenir éventuellement vulgaires. Alors toute cette histoire autour de la vulgarité de sale mec, ça rappelle évidemment la polémique, les débuts de Sarkozy très bling bling avec l'affaire du Fouquet's, l'affaire du Qu'à-soit pauvre con. Et ça, on sent que les internautes, ça les irrite parce que ils ont besoin de stature, de personnalités qui sont au-dessus de la mêlée. Et finalement, c'est pas un hasard si De Gaulle, si Mitterrand reviennent très souvent dans les commentaires. Alors, ce qu'on observe, et c'est assez paradoxal, c'est que d'un côté, les internautes réclament
un débat d'idées, réclament des personnalités au-dessus de la mêlée, mais ce qu'on voit, c'est que les articles sur ces petites phrases, c'est ceux qui marchent le mieux. Donc d'un côté, ils critiquent et d'un autre côté, ils jettent dessus. Toujours très paradoxal. Merci Aude, à dans 15 jours. Merci à vous, c'est le clap de fin de cette émission, mais restons connectés. Vous pouvez réagir et revoir cette émission en VOD sur publicsena.fr. Un grand merci aux équipes de Public Sénat, Laurane et David, et puis tous les trolls de la régie. Je vous retrouve très vite pour un nouveau numéro de la politique CNeT. En attendant, on se retrouve sur les réseaux.